Salut à vous, merci de nous retrouver pour Lorraine Matin. Au sommaire, cette question, comment prévenir et soigner le burn-out, l'épuisement professionnel qui toucherait 3 millions de personnes en France, selon une étude parue en 2014. Une trentaine de députés de la majorité demandent la reconnaissance du burn-out en maladie professionnelle. Quelles sont les causes du burn-out? Quelles sont les personnes à risque? Réponse avec mon invité, le professeur Raymond Schwan, responsable du pôle psychiatrie pour le Grand Nancy. Bonjour. Merci d'être là. Dans la chronique Vos droits, quid des enfants de parents divorcés en cas de mutation professionnelle? Anne-Lise Bloch, avocate spécialiste en droit de la famille et de la succession, nous en dira plus dans un instant. Bonjour Anne-Lise. Et puis dans l'édition de l'emploi, focus sur les incubateurs de start-up avec Katia Schmitt, c'est à 10h15. Mais tout de suite, on voit ce qui fait l'info régionale. On retrouve Hélène Messan, duplex de Nancy. Bonjour Hélène. Bonjour Laurence. Dites-nous tout. Eh bien, ce matin, ça bloque sur les routes de la Lorraine avec la manifestation des entreprises de bâtiments de travaux publics. Ils protestent contre la baisse de leur activité puisque les collectivités territoriales et locales n'engagent plus de chantier. Il y a des barrages filtrants un peu partout. Je sais que vous allez faire un point circulation dans un instant, Laurence. Et puis, j'indique à nos téléspectateurs que la situation est à suivre en direct sur notre site internet lorraine.france3.fr. En revanche, ça roulait plutôt bien pour le Paris-Nice hier. Bon, petite déception pour Nasser Bouhanni qui n'a pris que la deuxième place lors de la première étape. Mais le cycliste vosgien aura peut-être une seconde chance pour cette seconde étape aujourd'hui. Une étape à suivre sur notre antenne France 3 à partir de 13h50. Et moi, je vous retrouve à midi pour développer l'actualité de la matinée. Très bien, parfait. Belle matinée, travaillez bien. À Metz, on retrouve Greg Boileau pour la locale de Metz. Bonjour Greg. Salut, donc vous bossez sur quoi aujourd'hui ? Eh bien, nous parlerons nous aussi, bien évidemment, de cette mobilisation des entreprises publiques qui provoque énormément de pagaille et de bouchons sur Metz. C'est ce que nous verrons ce soir. Nous irons faire un petit tour au salon des comités d'entreprise qui se déroule pendant 2 jours à Metz Expo. Et nous poursuivrons notre série de reportages sur des cantons à l'approche des élections départementales. Et oui. Ce soir, présentation de Metz 2 où 4 listes seront opposées. On retrouve l'UMP, le Parti Socialiste, le Front National et le Front de Gauche. Voilà pour le menu du jour, ma chère Laurence. À découvrir à 19h18. Merci Greg. Salut. On passe à la revue de presse. Le Républicain Lorrain titre sur l'ouverture des commerces du dimanche en disant que c'est déjà la jungle depuis que l'arrêté préfectoral datant de 1956 interdisant donc cette ouverture aux commerces de plus de 120 mètres carrés a été jugé illégal le 4 février dernier par le tribunal administratif de Strasbourg. Du coup, beaucoup d'épiceries ont décidé d'ouvrir leurs portes aux grandes dames des syndicats. Bravo, scande le MEDEF. La décision finale incombe donc au Conseil général qui devra statuer, mais qui, vous l'imaginez bien, a d'autres chats à fouetter en ce moment. On lit dans Vosges Matin que la communauté de communes de Saône-et-Madon sauve l'hôtel de la gare de Darney pour 70 000 €. Pour faire quoi? Un hôtel. Car il y a de la demande selon le maire, malgré donc la fermeture de cet hôtel depuis 2013. La demande par qui? Les chasseurs l'hiver, les touristes l'été, au nombre de 40 000 dans ce secteur. Donc il faut remettre en état l'hôtel, trouver un gérant. Si ça vous tente, ça se passe à Darney. L'Est républicain nous allèche avec la cuisine côté labo. Comprenez qu'Hervé Tisse, le père de la cuisine moléculaire, sera à Nancy mercredi à la Fac des Sciences de 15h à 17h pour donner une conférence au grand public sur ce type de cuisine. Donc si vous êtes amateur de mousse au chocolat sans œufs, eh bien allez-y. La météo, eh bien regardez. Fini le soleil, oublié aujourd'hui. Côté température, eh ben forcément, avec un ensoleillement moins généreux, on se contentera d'un maxima de 12 degrés, même si ça reste encore largement supérieur aux valeurs de saison. L'image du jour, elle a été postée sur nos réseaux sociaux par Hélène Sibéry. Regardez ce magnifique petit chat Taïko, donc photographié à Carlin. Le point route, très important, on retrouve Jonathan Erhardt en duplex du CRIR par téléphone. Jonathan, Hélène Messan, Greg Boileau le disaient, ça bloque sur les routes en raison de la manifestation BTP. Dites-nous où? Oui, Laurence, en effet, donc je confirme de grosses difficultés au moment où nous parlons. On a donc notamment cristallisé autour de 3 secteurs. Jonathan, je vous interromps 2 secondes, éloignez-vous un tout petit peu parce que ça grésille, on vous entend pas très bien. Allez-y. Alors, du nord au sud,
Thionville d'abord, hein, donc la sortie Thionville-Yutz, la sortie numéro 38 sur A31, donc de grosses difficultés à cet endroit-là. Plus au sud, c'est la capitale Lorraine, donc Metz, qui est concernée, la sortie numéro 32. Et un peu plus au sud, à Moulins-les-Metz, donc la sortie numéro 31 en direction de Briey notamment. Attention, dans les minutes qui suivent, autour de Nancy, cette fois-ci, une opération escargot va être organisée. Le convoi va remonter à 31, donc depuis Nancy jusqu'à Custine, pour faire demi-tour et redescendre vers le sud jusqu'au parc des Expos. Donc toutes les autoroutes A31, A33 et A330 autour de Nancy seront concernées d'ici à midi. Donc grande prudence et évitez de vous déplacer dans ce secteur. Ouais, ça va bloquer, on a bien compris. On enchaîne très rapidement avec votre conseil du jour qui porte sur la santé et la conduite rapide. Oui, exactement. Vous savez, la conduite est donc une activité physique qui nécessite d'avoir toutes ces capacités de perception, d'analyse, de mouvement, de réaction. Celles-ci peuvent d'ailleurs être modifiées par certaines affections médicales. Afin de préserver son autonomie et sa mobilité, n'hésitez pas à modifier votre comportement, vos habitudes de conduite, plus forcément conduire la nuit, adapter ses itinéraires, ménager plus de pauses. Ne pas sous-estimer les effets des problèmes de santé sur la conduite en respectant les prescriptions médicales, donc délivrées par votre médecin. Éventuellement, reporter vos déplacements et si vous ne vous sentez pas bien du tout, utilisez un véhicule aménagé. En résumé, retenez, il faut adapter votre conduite à votre état de santé, Laurence. Merci Jonathan pour ce conseil et ce point route. On vous retrouve jeudi, belle journée. Comment prévenir et soigner le burn-out? C'est la question de la deuxième partie de cette émission. J'ai le plaisir de recevoir le professeur Raymond Schwan. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Un salarié sur 4 a un problème psychologique, selon une récente étude du Segos, leader international de la formation professionnelle et continue, étude parue fin décembre 2014. Ce chiffre est édifiant. C'est-à-dire que beaucoup de gens se sentent mal au travail. Déjà, pour bien comprendre, comment est-ce qu'on définit le burn-out ? Voilà, c'est là toute la problématique qui commence déjà. Effectivement, un salarié sur 4 ne se sent pas forcément très bien. Ça pourrait être mieux. Ce n'est pas pour ça qu'il est en burn-out proprement dit. C'est clair. Le burn-out, c'est quelque chose par rapport à d'autres maladies plus difficilement à définir parce que c'est une dynamique. Ça veut dire qu'il y a des stades différents, c'est une dynamique et pas simplement un état. Ce n'est pas on-off. On est en burn-out, on n'est pas en burn-out. On est en fait dans un processus qui peut aller très loin jusqu'au suicide du salarié, au pire des cas, heureusement, relativement rare quand même, mais tout un processus. Ça passe par des phases. Enfin, peut-être, je vous dis quand même les caractéristiques essentielles d'abord. Épuisement émotionnel. C'est vraiment le mot-clé, épuisement émotionnel. C'est-à-dire qu'on se sent dépassé, débordé, on n'y arrive plus. Mais aussi, effectivement, deuxième signe, d'être dépassé subjectivement. On a l'impression subjectivement qu'on est moins efficace, ce qui n'est pas forcément le cas objectivement. Donc c'est une impression subjective qui va avec. Et après, effectivement, avec d'autres signes qui peuvent être accompagnés, cette maladie. Et c'est dû à quoi? Une surcharge de travail? C'est dû à des problèmes relationnels au sein de l'entreprise? Là aussi, il y a des multiples causes qui sont possibles. On va exclure peut-être aujourd'hui tout ce qui est harcèlement. Oui, harcèlement, parce que le harcèlement, c'est très clair. Autre chose, il y a pas d'ailleurs... Ça peut être dans un burn-out et d'autres pathologies. Mais mettons ça à part. Donc ça va surtout concerner déjà des personnes assez perfectionnistes, très impliquées dans leur travail, très affectives éventuellement, empathiques par rapport à leurs collègues ou d'autres personnes. Donc dans une première phase, ils vont s'engager, ils vont essayer de récupérer cette perte d'inefficacité subjective en augmentant leur engagement, leur énergie avec une fatigue qui va avec. Dans une deuxième phase, il y aura une sorte de démission interne. Ça veut dire qu'on n'arrive plus, on se détache de plus en plus, on devient irritable vis-à-vis des collègues, vis-à-vis des clients. Le côté approximatif d'autres personnes, bien sûr. Tout à fait. Et après, il y a des symptômes dépressifs qui peuvent s'installer, des troubles cognitifs, des troubles à mémoire avec une véritable baisse de l'efficience qui va avec. Et donc, des
problèmes somatiques, intestinaux, cardiaques qui peuvent se rajouter. Ça va loin, hein, ça quand va même, loin, sur après des idées noires et comme je disais, des idées suicidaires qui parfois sont mises en œuvre. Bien sûr. Alors, un salarié sur 4, on l'a dit, est touché par le burn-out. Du coup, il y a 26 députés de la majorité gouvernementale qui veulent faire reconnaître le burn-out comme maladie professionnelle, c'est-à-dire que la maladie incombe à celui qui en est responsable, c'est-à-dire l'employeur, si c'est prouvé. Reste à prouver, et là c'est un peu compliqué. Vous en pensez quoi, vous, de ça? C'est une bonne idée, une mauvaise idée? Probablement, on va pouvoir la juger rétrospectivement en disant est-ce que c'était une bonne idée ou pas. Ouais. Ce qu'il est bien dans cette idée, qu'en fait, ça peut participer, qu'il y aura une culture autour de la prise en compte du phénomène du burn-out en entreprise, au travail. Ouais. Donc, parce que, qui existe déjà à travers les cellules des risques psychosociaux. Mais ça peut quand même pousser les choses un peu plus loin dans cette installation d'une véritable culture où on prend compte. Après, il y a des risques qui sont liés à ça. Je veux dire, c'est une rencontre entre un individu. On a dit ça touche plus certains individus que d'autres individus, plus celles qui sont perfectionnistes, plus ceux qui sont impliqués émotionnellement de manière forte. C'est dingue parce donc c'est là les meilleurs éléments. Celui qui n'en a rien à faire, je vous coupe, mais celui qui est un peu vachement foutiste, qui n'en a rien à faire, il risque pas d'être touché par le burn-out. Non, mais c'est important de le dire parce que les gens culpabilisent beaucoup là-dessus. Tout à fait. Il faut surtout pas culpabiliser. Ouais. Mais c'est là aussi où en fait ça va être très difficile après de le faire reconnaître comme maladie professionnelle parce qu'il faudrait la faute professionnelle et c'est une rencontre entre l'environnement et l'individu. Un exemple très différent d'harcèlement, vous êtes dans une entreprise, vous avez toujours très bien travaillé, il y a un changement de direction, il y a peut-être d'autres objectifs, une adaptation qui n'est pas scandaleux en soi, qui peut être très bien adapté, mais où il n'y a peut-être plus le même feedback comme avant et où, en fait, la personne concernée peut se trouver d'un seul coup dans un vide où il n'a pas les mêmes retours. Exactement. Ça peut le mettre en burn-out sans qu'il y aura forcément une faute grave proprement dite. Bien Vous voyez, on n'est pas dans un harcèlement. Je vois même très si bien. la personne, subjectivement, elle va tout mettre sur ce changement qui a été induit. Donc c'est là où il y a un peu le danger après, parce que si la personne va réclamer la maladie, la reconnaissance professionnelle, elle n'aura pas, ça va la mettre davantage en difficulté et dans culpabilité. On a bien saisi l'ambivalence de cela. Alors, ça touche tout le monde, les perfectionnistes, salariés comme les cadres, les dirigeants. Regardez ce reportage, donc ça a été tourné à Kinsheim dans le Haut-Rhin, où il existe un centre d'entraînement qui propose des stages pour se reprendre en main. Le burn-out, c'est une fatigue extrême et une baisse de la motivation au travail. Et du burn-out, chacun des stagiaires en a été victime pour des raisons différentes. Tous, ici, sont cadres dirigeants ou chefs d'entreprise, bref, responsables pour d'autres. Et tous sont venus chercher des réponses pour sortir de la dépression. Vous restez jamais seul, ça c'est fini. Face à toute situation, dès qu'il vous tombe quelque chose de dur sur la tête ou d'imprévu, appel à l'aide. En salle, les formateurs écoutent le vécu des stagiaires et leur donnent des recettes pour remonter la pente. 3, 2, 1, on voilà. Ils font tout pour créer un esprit de groupe dans un cadre isolé et en rappelant quelques vérités oubliées comme le besoin de se dépenser. Mais la vraie clé du stage, c'est que tous les formateurs ont connu eux-mêmes un burn-out. Ce genre de personne vous donne des clés et vous dit « je suis passé dans le fond du trou, mais moi, voilà, il y a 3 ans, je suis tout à fait sorti et tout compte fait, j'en ressors grandi, entre guillemets ». Le centre d'entraînement des dirigeants insiste sur cette relation en tête-à-tête avec les stagiaires qui leur permet de rechercher les causes du malaise jusque dans l'intime. Ils vont raconter la totalité de leur existence. À partir de là, le reste du stage va se passer non pas sur des recettes toutes faites, mais sur des recettes qui sont appliquées à leur situation, à eux. Le centre a déjà organisé 3 cycles de formation et se targue d'un rétablissement de ses stagiaires dans les 4 mois. Alors, professeur, c'est vrai que ça touche tout le monde. On l'a bien compris tout à l'heure, vous disiez changement de management, le feeling n'est plus le même. Vous avez des méthodes de management aussi qui évoluent énormément, comme par exemple la méthode du Lean, où on implique les salariés pour savoir ce qui ne va pas dans leur quotidien. Ça paraît plutôt bien pour trouver des solutions, mais après, on adapte ces solutions. On essaie de gagner de l'argent, du temps, et donc ça augmente les rythmes de travail. C'est par exemple la tournée à la Poste qui est chronométrée, hein, et il y a eu des suicides à la Poste notamment par rapport à cela.
Comment, alors dans les entreprises, il y a de plus en plus les cellules des risques psychologiques, des risques psychosociaux qui ont été mises en place. Bien, pas bien, vous en pensez quoi? C'est utile? C'est utile, mais c'est une première étape. Comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est une première étape et une véritable culture de prise en compte du risque du burn-out au sein d'une entreprise. Ça ne peut pas se limiter à une cellule où on va discuter un certain nombre de choses. Mais encore faut-il que le médecin du travail joue son rôle pleinement et il peut être sous l'influence de l'employeur. Qu'il puisse la jouer, etc., cette rôle. Mais je pense que vous parlez des aspects économiques. Effectivement, on est dans un monde mondialisé avec une crise. Il faut gagner de l'argent. Mais il ne faut pas croire que simplement en augmentant la cadence, que la productivité va augmenter. Je veux dire, si vous perdez trop la valeur humaine et les gens sont après en arrêt de travail parce qu'ils ne peuvent plus, ou il y a une baisse d'efficience parce qu'en fait, ils sont en burn-out, vous n'avez rien gagné. Donc, mais ça, alors là, il faut le faire comprendre aux responsables des ressources humaines parce que, bon sang, la valeur humaine aujourd'hui dans l'entreprise, beaucoup d'entreprises, elle n'existe plus vraiment. Hein. Je pense que ça dépend un peu de la taille de l'entreprise. Dans les Sauf petites entreprises, ils le savent très bien parce qu'ils ne peuvent pas fonctionner différemment. Aussi, dans certaines grandes entreprises, c'est bien pris en compte. Encore, l'organisation qui va avec est très difficile à mettre en place. Un mot sur ces entreprises comme Daimler, par exemple, qui a décidé de couper les boîtes mail aux salariés quand ils sont en vacances ou au-delà de 21h. Bien? Pas bien? Très bien, parce qu'ils ont identifié un problème. C'est un problème en fait de compétition entre certains managers, c'est-à-dire de répondre à n'importe quelle heure aux mails, etc. Oui, et puis les gens le font parce que se disent si mon collègue le fait et que moi je ne le fais pas. Et donc c'est une petite mesure. Mais qui montre, qui a été adapté au management de Daimler. C'est peut-être pas la mesure qu'il faut prendre partout, mais là au moins il y avait quelque chose qui était identifié, une prise de conscience. Comment on soigne un burn-out? Rapidement. Rapidement, la première chose souvent, quand l'état de fatigue est très très important, c'est un arrêt de travail. Un arrêt long? Peut-être pas trop long, parce que c'est comme avec toute prescription, il y a des effets indésirables. Et les effets indésirables peuvent être comme avoir une angoisse retour au travail très difficile. Très difficile, plus long que l'arrêt de travail dure. Ouais. Arrêt du travail. Arrêt de travail. Et après, en fait, c'est plus des techniques psychothérapiques que peut-être des médicaments, sauf s'il y a une véritable dépression qui existe, qui peuvent permettre de prendre un peu de recul et de faire face à ses propres émotions et de les regarder différemment et se positionner différemment. Ça veut dire de sortir un peu dans cette cercle vicieux dans lequel on se trouve. Et puis les médecines alternatives qui peuvent aider, Ils peuvent aider. Après, ça dépend qu'est-ce qu'on met sous le chapeau de médecine alternative. Il y en a beaucoup qui étaient alternatives hier, qui ne sont plus aujourd'hui. Qui ne sont plus aujourd'hui, qui sont intégrés parce qu'ils ont fait preuve d'efficacité. Qu'est-ce qui marche alors? Qu'est-ce qui marche encore? C'est individuellement différent parce que, vous voyez, ce n'est pas une maladie très... Je comprends bien, c'est au cas par cas. C'est au cas par cas. Ce qui marche bien, c'est toutes les méditations de pleine conscience. Qu'est-ce que c'est la méditation de pleine conscience? C'est une sorte de technique, pour faire très bref, c'est comme la méditation bouddhiste sans référence spirituelle. Ça veut dire vraiment on essaye d'apprendre, de regarder en face ses propres émotions et pas les mettre à côté, de les accueillir différemment. Ça, c'est par exemple des techniques qui peuvent être particulièrement efficaces. Mais il y a d'autres qui existent. Et ça, c'est après le médecin et le psychothérapeute qui va orienter. OK. Une question pratique, professeur, rapidement. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit un de ses collègues faire un burn-out? Oui, ça c'est très important parce qu'en réalité, ce qui se passe au travail, c'est très agréable. Si on a un collègue qui travaille beaucoup, c'est confortable à la limite pour l'entourage. Non, et c'est bien évidemment très dangereux. Quand on voit quelqu'un qui est en train de brûler, qui fait un burn-out, il faut lui en parler. Il faut parler au management, au chef, etc. Il ne faut pas avoir peur parce que sinon, on risque de perdre cette personne parce qu'il n'osera peut-être pas lui-même de faire part parce que ça serait considéré je suis faible ou des bêtises de cet ordre-là. Il y a encore du chemin à faire en la matière, c'est clair. Tout à fait. Beaucoup de travail, tant du côté des employeurs et évidemment du côté des salariés, avec cette culpabilité constante de toujours
ne pas se sentir bien. Merci beaucoup, professeur, d'avoir été avec nous sur ce sujet, ma foi, très concernant et très intéressant. Merci pour vos réponses. À suivre, la chronique Vos droits ou cette question: comment se passe la garde des enfants de parents divorcés en cas de mutation professionnelle? Annelise Bloch, avocate en droit de la famille et de la succession, nous éclairera tout à l'heure. Focus sur les incubateurs de start-up, c'est dans l'édition de l'emploi avec Katia Schmitt à 10h15. Et puis Thierry Gelé viendra me retrouver tout à l'heure pour le flash à la mi-matinée. Tout de suite, voyons ce qu'il se passe aux quatre coins de la Lorraine. Raconter le passé, la Seconde Guerre mondiale, l'occupation allemande aux collégiens, au nom du devoir de mémoire, ça se passait hier à Nancy. Donc nous sommes l'association pour la mémoire des enfants juifs déportés de Lorraine. Parce qu'ils sont nés juifs, ils ont été déportés et exterminés dans les camps nazis entre 1942 et 1944. Des enfants originaires des 4 départements de la Lorraine qui ont subi les ordonnances de l'occupant allemand, très souvent renforcées par le zèle du gouvernement de Vichy. Nous, on leur apporte des documents authentiques, des documents qu'on est allé chercher dans les archives, pas seulement celles de Meurthe-et-Moselle, mais celles de la Gironde, de la Vienne, qui racontent l'histoire de la déportation des Juifs de notre région et dans notre région. Et c'est quelque chose de tout à fait particulier. Je ne sais pas si nous sommes des originaux, mais je ne crois pas savoir que ça se fasse par ailleurs. Des enfants juifs qui pouvaient avoir le même âge que ceux qui écoutent avec gravité et recueillement les témoignages enregistrés d'un rescapé des camps de la mort. Des enfants d'ici, des familles de Nancy qui sont partis et pour la plupart sans revenir. Ce que les élèves ne connaissent pas, c'est évidemment l'histoire locale et l'association est là pour en témoigner. Et ça suscite des réactions ? Ça suscite des réactions parce qu'en fait, parfois, ils entendent le nom de leur village ou le nom d'une ville qu'ils connaissent et ça les interroge, oui, je pense. Dans cette période qui a connu le pire et l'indicible, des êtres humains ont au contraire tendu la main pour sauver des enfants en les cachant, parce que c'était juste, ils sont devenus. Peut-être avez-vous déjà entendu parler des grottes de sel. Ce sont des lieux construits pour soigner toutes sortes de maladies, dont le burn-out, paraît-il. Ça nous vient des pays de l'Est. Une de ces grottes vient d'ouvrir à Sarrebruck. Regardez. Détendez-vous, vous êtes dans l'ambiance idéale. Température moyenne, 20 degrés, 60% d'humidité et une petite brise salée, riche en oligo-éléments. Sous vos pieds, sur les murs, du sel, encore du sel, rien que du sel, rose, 30 tonnes, importé tout droit de l'Himalaya. Ces bienfaits sont réputés partout dans le monde. 45 minutes dans la grotte équivaudraient à une journée passée en bord de mer. Normalement, on peut ressentir les bienfaits du sel dès la première séance, surtout quand on a attrapé froid ou quand on a des problèmes de bronches. On sent immédiatement une amélioration de son état. Antonio sait de quoi il parle. Il souffre lui-même d'asthme et de bronchite. Il a voulu proposer une alternative plus naturelle aux médicaments. Depuis toujours, les mines de sel et donc les grottes sont connues pour soigner les problèmes respiratoires, les problèmes de peau, allergies, eczéma et les rhumatismes. On peut aussi venir évacuer son stress et ses migraines pendant une séance de méditation. Ces séances de méditation sont recommandées pour les gens qui veulent s'échapper un peu de leur quotidien, qui recherchent une façon de se détendre, et particulièrement ceux qui souffrent de dépression chronique, de manque de sommeil ou qui sont en burn-out, ce qui arrive d'ailleurs de plus en plus souvent. C'est super agréable d'être allongé comme ça sous le ciel étoilé, avec le bruit de l'eau et cette voix douce. Ça permet vraiment de se détendre. Comment vous vous sentez? Je me sens bien réchauffée, détendue. La grotte de sel est aussi accessible aux petits-enfants. Un cours de djembé leur est même dédié tous les samedis matins.
Très bien. Alors, on pourrait dire que c'est presque l'ancêtre du jukebox, façon de parler. Il s'agit de l'orgue de Barbarie. Cet instrument traditionnel qui accompagnait les musiciens ambulants autrefois. Eh bien, figurez-vous qu'à Sarreguemines, une dizaine de passionnés préparent un festival pour cet été. Rencontre portrait. Dans son garage, Adrien Wagner accorde une à une les flûtes de son dernier orgue de Barbarie, le 4e. Quelle note est-ce que vous essayez de faire? C'est un ré dièse. Depuis sa retraite en 2009, cet ancien kiné consacre tout son temps et son argent à la fabrication de ces instruments, des machines qui le fascinent depuis longtemps. J'avais loué un premier orgue en 92 pour une cousinade et ça fait longtemps que cet instrument m'intéressait. Mais il faut dire que c'est des instruments qui sont chers. Charles, hein, ça vaut 6 000 à 7 000 euros, 8 000 euros. Si Adrien était le seul autoconstructeur de la région il y a encore 2 ans, Charles, lui, était le premier tourneur. Il en joue depuis 25 ans. En 2013, il décide d'organiser un festival pour partager leur passion. Et là, c'est la révélation. Le public vient nombreux les applaudir. Mieux, plusieurs spectateurs veulent rejoindre le binôme. Puis le festival a donné un peu de visibilité et des gens vraiment tout simples qui sont venus dire « Oh, moi j'ai toujours eu envie, j'ai jamais osé » et ainsi de suite. Donc il y en a eu comme ça 5-6 qui d'un coup ont osé. Voilà, donc on a partagé et puis voilà, ça a fonctionné. Depuis, une dizaine de passionnés d'orgue de Barbarie se rencontrent régulièrement pour jouer. Ensemble, ils préparent un nouveau festival pour le mois d'août. C'est déjà le son et l'ambiance qu'il y a quand on joue de l'orgue à l'extérieur, l'ambiance qu'il y a dans les festivals. Et puis, on retrouve toujours des amis. Nous, ça fait déjà plusieurs années qu'on se rencontre et puis qu'on joue ensemble. Hein. C'est super bien. Hein. Place à la chronique Vaudroy. Une fois par mois, Anne-Lise Bloch, avocate spécialiste en droit de la famille et de la succession, nous rejoint sur ce plateau. Bonjour Anne-Lise, ça va? Très bien. Bon, alors peut-être avez-vous vu ce film actuellement sur les écrans, Papa ou Maman, de Martin Bourboulon. Je vous résume, je vous fais le pitch. C'est l'histoire d'un couple divorcé avec enfants, pas de problème, ils divorcent bien, il y a une garde alternée. Jusque-là, tout va bien, jusqu'à ce qu'une mutation professionnelle vienne pourrir les bons rapports du couple en question, qui ne veut surtout pas de ses enfants pour ne pas gâcher son évolution professionnelle. C'est évidemment une comédie. Et du coup, je me suis posé la question, mais comment ça se passe pour ces couples divorcés avec enfants lorsqu'on leur propose une mutation professionnelle? Que dit la loi? La loi ne dit rien. On apprécie où est l'intérêt des enfants. C'est ça le critère légal. Il n'y a pas un cas particulier en cas de mutation. Donc, il faut savoir si on est le parent qui part et qui veut partir avec les enfants ou celui qui reste et qui ne va plus voir ses enfants. Alors là, c'est déjà pas la même problématique. Tout à fait. Alors, imaginons, il y a une garde alternée, le papa s'en va, à une mutation. Que se passe-t-il? Quel conseil? Alors, ça va être comme toujours en matière de droit de la famille, au cas par cas. C'est-à-dire que si on a un accord ensemble, il n'y a aucun souci, on peut faire une convention. Là où on intervient toujours, c'est quand il y a un problème, naturellement. Donc, c'est le dernier recours, c'est le magistrat, le juge aux affaires familiales, qui va d'abord voir ce que veulent les parents. Bon, la résidence alternée, elle ne va plus pouvoir fonctionner. Voilà, c'est ça. Forcément. Ouais. Donc, est-ce que les enfants vont partir avec le parent qui déménage, le père, ou est-ce qu'ils vont rester chez la maman? On leur pose la question aux enfants? Non, on ne leur pose pas la question, mais les enfants qui sont en âge de discernement, ça c'est prévu par les textes, peuvent demander à être entendus. Et si les enfants la demandent, eh bien le juge est obligé de les entendre. Alors, l'âge de discernement, c'est quel âge? 10 ans, 9 ans. Non. Ouais, 9-10 ans. 9-10 ans. Donc le juge va prendre en compte leurs paroles, il va recueillir la parole des enfants, mais il ne va pas forcément suivre le désir des enfants. Parce que quelquefois, l'envie des enfants, c'est d'aller à la solution la plus facile et pas forcément la meilleure pour la vie de l'enfant. Donc, on va déjà entendre l'enfant s'il le demande et on va voir est-ce que l'enfant
sera mieux si on le sort de ses racines professionnelles, familiales, enfin professionnelles, scolaires, ou ses amis, sa famille, pour suivre le papa, ou est-ce qu'il va être mieux effectivement, à rester sur place. Voilà. Et par exemple, bon, admettons que les enfants décident de rester du coup sur place avec leur maman, ça implique donc une augmentation de la pension. Alors, il va y avoir aussi, il ne faut pas oublier le papa qui s'en va. Oui. Et comment est-ce qu'il va voir ses enfants s'il est à l'autre bout de la France, hein? Donc lui, il avait une résidence alternée, vous voyez tout le temps ses enfants. Bon, ça va être très compliqué pour lui et certainement, ça va être une souffrance parce qu'il va être fatalement coupé de ses enfants. Alors on va essayer de pallier à ce manque en augmentant la période de vacances où il aura les enfants. Et bien sûr, les week-ends, ça va être peut-être un week-end par mois parce que... Selon la distance. Voilà. Un mot sur la pension alimentaire, elle reste en l'état ou pas? Alors, là, on parle d'un cas particulier, résidence alternée. Bien sûr que non, puisque la maman va avoir des frais supplémentaires, puisqu'elle va avoir les enfants tout le temps. Mais le papa aura aussi les frais de trajet. Ouais. D'accord. Donc ça rentre en ligne de compte. Bien sûr. Ah, oui. Donc c'est une situation assez complexe et où il faut beaucoup de psychologie pour essayer de régler au mieux les liens affectifs qui vont devoir subsister. Bien sûr, on arrive déjà au terme de cette chronique. Merci beaucoup Anne-Lise d'avoir été avec nous ce matin. Lorraine Matin se poursuit avec Katia Schmitt et l'édition de l'emploi, le thème étant les incubateurs de start-up. Bonjour, bienvenue dans l'édition de l'emploi. Réunir toutes les conditions pour donner leur chance à des startups de décoller, c'est l'objectif de la Papinière, une jeune pépinière d'entreprise basée à Gondreville. Pour en savoir plus, nous recevons Andréline Raoul, le président de la Papinière. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, comment est née exactement votre Papinière ? La pépinière, en fait, elle a été créée à l'initiative du groupe Prêt à partir, d'où l'acronyme, enfin le jeu de mots entre l'acronyme PAP de Prêt à partir et pépinière. En fait, le groupe Prêt à partir accompagne depuis plusieurs années un certain nombre de startups sur le plan financier. Donc, elle apporte un petit peu de fonds propres, quelques milliers d'euros dans aujourd'hui à peu près une vingtaine de startups. On s'est rendu compte que l'apport financier n'était pas suffisant et qu'en réalité, beaucoup de startups, pour se développer, elles avaient besoin également d'être coachées, mentorées, d'avoir un environnement de travail qui soit propice à leur développement. Voilà. D'accord. Alors, votre pépinière a une cible de start-up bien précise. Hein ? Oui, tout à fait. L'idée, donc, quand je vous parlais de créer un environnement qui soit propice à leur développement, c'est notamment d'avoir un environnement qui soit propice aux échanges d'expériences, aux échanges de savoir-faire, créer des synergies entre les start-up. Donc, nous, on cible des start-up qui ont des métiers proches, non concurrents, mais complémentaires. Donc, les deux secteurs d'activité dans lesquels on investit, c'est essentiellement l'économie numérique et le développement durable. D'accord. Donc, on essaie toujours de garder ce focus sur ces métiers-là. D'accord. Alors, vous proposez quand même une gamme étendue de services. On peut donner quelques exemples, bien entendu. L'idée, c'est qu'on offre, j'allais dire bien entendu, on offre déjà l'hébergement. Donc, l'idée, c'est d'offrir des bureaux, d'offrir même des entrepôts s'ils en ont besoin, d'offrir des salles de réunion. Mais l'idée, c'est également d'offrir tout ce qui est conseil, coaching, mentoring, comme je l'avais dit tout à l'heure, donc sur tout ce qui est, quelle doit être la stratégie de développement que je dois adopter, quelle doit être ma stratégie commerciale, comment aller chercher des capitaux, voilà. On apporte également du soutien financier. Donc on peut contribuer à des tours de table, donc ça va de quelques milliers d'euros à quelques centaines de milliers d'euros. Là, je parle vraiment dans le haut de la fourchette. Oui. Et l'idée, c'est également de bénéficier de tout le support du groupe Prêt à partir. Donc demain, par exemple, vous avez une start-up, vous avez besoin de faire de la prospection de clients, vous avez besoin de tester des produits. Vous pouvez, par exemple, utiliser le centre d'appel du groupe Prêt à partir. Vous êtes en France dans une ville pour rencontrer un client, vous avez besoin de bureau, vous allez dans une agence du groupe Prêt à partir qui va vous accueillir et mettre un petit bureau à disponibilité. Donc on essaie vraiment d'offrir une palette. On n'offre pas tout, mais on essaie en tout cas d'offrir le maximum des services à notre disposition pour soutenir les jeunes entreprises. D'accord, alors vous restez avec nous. Toutes ces prestations sont donc offertes gratuitement à de jeunes startups innovantes. Un outil précieux qui permet donc aux porteurs de projets numériques de s'installer et surtout de pérenniser leur activité. Un bon point pour l'innovation dans notre région et aussi un ticket
pour l'emploi. Visite guidée de cette pépinière avec Evelyne Billot et Olivier Bouillon. Donc le cadre photo numérique, quand il est en repos, propose l'heure, mais aussi la date et le jour. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont Alzheimer sont souvent désorientées dans le temps. Un cadre numérique pour aider au quotidien les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, pour permettre aussi aux aidants de leur adresser des messages, même à distance. C'est le projet d'Anthony Tressontani. Pour le mener à bien plus rapidement, il a rejoint la Papinière, un incubateur de start-up créé à Gondreville par le groupe Prêt à Partir et la société d'investissement Pôle Capital. Et ici, il a trouvé plus qu'un bureau gratuit. On bénéficie vraiment de l'expérience des autres. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Ça nous permet d'aller beaucoup plus vite sur certains points. Et la deuxième chose, c'est l'émulation. C'est aussi d'avoir des retours sur certaines idées plus rapidement. Quand on est créateur seul comme moi, on ne peut pas toujours partager ses idées avec d'autres. Donc là, on a d'autres personnes à qui on peut demander. Et des fois, nous permettent de filtrer des idées qui ne pourraient pas être trop abouties. Ou dans l'autre sens, avoir des idées qui sont nouvelles et les rajouter à notre produit, à notre manière de travailler. Même motivation pour l'équipe de Track My Competitor, une start-up spécialisée dans l'extraction de contenu sur Internet, leur analyse pour le compte d'e-commerçants. Eux sont persuadés que la Papinière peut les aider à bien démarrer et développer leur entreprise. La Papinière nous a aidés à démarrer parce qu'elle nous a permis de nous structurer, d'avoir des locaux, d'avoir aussi une ambiance de travail qui est quand même conviviale, qui permet d'aller plus vite, d'être positif. Et nous amène aussi tout son réseau, ce qui est très important. Donc, de toute façon, on le sait, hein, les entreprises qui ne sont pas accompagnées au départ, elles ont malheureusement, les taux d'échec sont plus importants. 6 startups lorraines ont déjà intégré la Papinière, qui peut en accueillir une quinzaine. Des jeunes pousses innovantes récemment créées ou en cours de création. On a un accompagnement avec eux, donc on travaille avec le groupe Prêt à Partir pour leur faire rencontrer différentes personnes, travailler avec eux sur leur business model, travailler avec eux sur leur business plan et les aider à travailler sur leur stratégie et ainsi de suite pour qu'ils arrivent à une étape supérieure. Et pour tous, l'objectif reste bien sûr de devenir assez forts pour prendre leur envol et quitter le cocon de la Papinière. Alors justement, quel est le taux de réussite précis pour les entreprises qui sont accompagnées? Alors, il faut être extrêmement prudent sur les statistiques que je vais vous donner parce que le véritable taux de succès, il se mesure sur la durée, donc sur plusieurs années. Nous, aujourd'hui, on a accompagné à peu près une vingtaine de sociétés. On en a aujourd'hui 6 qui sont hébergées sur place. On a aujourd'hui eu malheureusement un échec. Alors malheureusement et heureusement parce que en termes de taux de réussite, on est bien au-delà de la moyenne nationale puisque on peut considérer que une entreprise sur 2 meurt sous 5 ans après sa création. Donc là, voilà, au lieu d'être à 50%, on est à 5% de taux d'échec. Donc pour l'instant, ça se passe plutôt bien. D'accord. Alors on l'a dit, c'est gratuit. Pour vous, quelle est la contrepartie? Alors nous, on a une philosophie très particulière, c'est qu'on part sur un modèle gagnant-gagnant. L'idée, c'est qu'on dit à nos investisseurs, à nos startups, on leur dit voilà, nous, on va investir un tout petit montant au départ de fonds propres dans votre entreprise pour prendre une part du capital. L'avantage de ce modèle, c'est que du coup, nos intérêts sont alignés. Si notre travail ensemble en commun fonctionne bien, on va donc avoir une entreprise qui se développe et on peut espérer que notre pourcentage de capital vaudra de l'argent. À l'inverse, si ensemble on travaille mal et que du coup la société malheureusement fait défaut, elle est liquidée, là dans ce cas-là on sera tous perdants. Donc l'idée c'est vraiment essayer d'aligner les intérêts et travailler ensemble. D'accord, un dernier mot rapide pour conclure. Pour vous, quels sont les avantages et les inconvénients de la Lorraine puisque vous travaillez bien au-delà bien évidemment, donc vous avez un vrai regard. Ouais. Alors la Lorraine, c'est effectivement, il y a, on va dire, a priori un certain nombre de défauts, c'est qu'on peut considérer qu'il y a moins de programmes d'accompagnement de ce type ou d'autres. On peut considérer qu'il y a peut-être moins de financeurs, moins de business angels, moins de fonds d'investissement. La réalité, c'est qu'il y a aussi moins de concurrence entre startups. Donc, les quelques startups qui arrivent à persévérer, on va dire, à dépasser un cap, elles ont une grande visibilité.
Et en plus de ça, c'est vrai qu'on est dans un environnement qui est très bienveillant. Aujourd'hui, on a des institutions locales qui sont particulièrement ouvertes sur le sujet, donc que ce soit la CCI, la région. Voilà, on a quand même des gens qui, de manière générale, essaient de nous aider. Donc voilà, même les chefs d'entreprise, ils rencontrent à peu près tout le monde. Les élus locaux, ils rencontrent à peu près tout le monde. Donc c'est vrai que c'est des petites choses, mais mis bout à bout, ça aide beaucoup les startups. D'accord, voilà. Très bien. Merci beaucoup, André-Héline Raoult-Adjoni, aujourd'hui sur notre plateau pour nous en parler. Place à présent à nos offres d'emploi. Des offres d'emploi communiquées par le Pôle emploi Lorraine. Tout d'abord, un poste de secrétaire comptable en CDI à Saint-Avold. Vous réaliserez des opérations de gestion administrative et comptable, de l'enregistrement d'écriture, de la facturation, de la frappe. Vous avez le sens du travail en équipe, vous êtes dynamique, les débutants sont acceptés, mais un bac comptabilité est exigé. Votre salaire sera de 9,61 € et plus à négocier. Autre poste, chargé d'accueil en CDD de 12 mois à Toul. Vous veillerez à l'orientation et au renseignement des usagers. Vous contrôlerez les accès, vous gérerez l'affichage de l'information, vous tiendrez des tableaux de bord de suivi des services scolaires et périscolaires. Vous êtes un communicant et vous avez une vraie rigueur administrative. Une expérience d'1 an est exigée ainsi qu'un bac secrétariat assistanat. Votre salaire sera de 2 486 € par mois. Vous êtes intéressé, vous postulez sur le www.pôle-emploi.fr. Coup d'envoi des sessions de formation au CNAM Lorraine, le Conservatoire national des arts et métiers. Quels sont les cursus possibles et à qui s'adresse-t-il? C'est ce que vous allez voir avec Christelle Comte, qui est conseillère formation au CNAM. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, on va rappeler tout d'abord quand même ce qu'est le CNAM exactement. C'est le Conservatoire national des arts et métiers qui a pour vocation la formation professionnelle tout au long de la vie. Dès lors qu'on est engagé dans la vie active, même si on est en situation de demandeur d'emploi actuellement, mais qu'on a déjà eu une expérience professionnelle, on peut reprendre un cursus, quel que soit son niveau. D'accord. Alors, quelles sont les grandes familles de métiers que l'on peut apprendre au sein du CNAM? Elles sont nombreuses. Donc, on a toute la famille des métiers du tertiaire et tout ce qui est sciences et techniques industrielles. Donc, c'est très variable. Ça peut être dans le tertiaire de la comptabilité, du RH, du management, tout ce que vous imaginez dans le tertiaire. D'accord. Et tout ce qui est sciences et techniques industrielles, la maintenance industrielle, ça peut être la chimie, ça peut être l'environnement, les risques industriels. Voilà, c'est très très large. Effectivement, on l'a compris. Alors, à partir de quel niveau on peut accéder à ces formations? Alors, l'avantage du CNAM, c'est que les premières certifications sont accessibles à niveau bac. Donc, le bac n'est pas exigé. Donc, une personne qui n'aurait pas un bac, mais qui aurait fait un BEP, mais avec une longue expérience professionnelle, peut intégrer le CNAM. Et l'atout, c'est qu'elle ressort à un niveau bac plus 1. Donc, elle a mis le pied dans l'enseignement supérieur et peut donc poursuivre après... jusque, si elle le voulait, jusqu'au bac plus 5 ou au doctorat. Oui, donc c'est vraiment des belles opportunités pour ceux qui voudraient embrasser des formations d'études supérieures, devenir cadre ou autre. Oui. Nous sommes un organisme d'enseignement supérieur de toute façon. D'accord. Sous quelles conditions on peut y accéder? On va donner d'ailleurs votre site. Il y a un entretien, je crois, individuel. Alors, on anime 6 ateliers d'orientation par mois sur nos antennes en Lorraine. Oui. Donc, il y en a 2 à Nancy, 2 à Metz, à Forbach, à Épinal. Enfin, on est présent dans nos 9 centres d'enseignement en Lorraine. D'accord. Mais on accueille, bien sûr, tout individu sur entretien individuel. Ils prennent contact via notre site ou en nous téléphonant sur notre numéro Azur. Et on prend un rendez-vous et on étudie, bien sûr, le projet professionnel de la personne. Et on l'amène à son projet via différents parcours. Le but, c'est vraiment d'accompagner les individus à réaliser leur parcours professionnel. Voilà. Et on les accompagne. Voilà, accompagnement et formule souple aussi. C'est important de le dire. Parce que le CNAM a plusieurs modalités pédagogiques. On est très très souple, donc ça peut être des cours du soir si c'est un salarié qui veut évoluer au-delà de son travail, en journée pour les demandeurs d'emploi. On a aussi de la visio-cours, donc on peut reprendre une formation en suivant à son domicile le cours qui est donné en direct dans un autre centre d'enseignement. Enfin, c'est vraiment, on peut tout moduler. D'accord. Combien de personnes vous formez par an? Est-ce qu'on peut avoir un chiffre? On est environ sur 2700 personnes formées par an, donc tout niveau, toute classe d'âge. Chaque année, on diplôme 650 personnes.
Voilà, parce qu'on a aussi un gros volet de formation en alternance. Donc, même un individu salarié, dans le cadre d'un congé individuel de formation sur un an, peut prendre un parcours diplômant. Donc, on est sur 650 diplômés sur 2700, parce que ces 2700 individus, vous me direz-vous, vont construire leur parcours en fonction aussi de leur disponibilité professionnelle et des mères de famille qui reprennent des études vont pouvoir assister qu'à un cours ou deux, par exemple, par semaine. Donc, le parcours sera un peu plus long qu'un individu avec une disponibilité totale. Donc les parcours sont vraiment à la carte. Les calendriers du mois sont à la carte. À la carte, individualisés et personnalisés. Merci beaucoup d'être venu nous en parler sur ce plateau. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Passez une très belle journée. Tout de suite, la suite de Lorraine Matin et le Flash Info. Thierry Gelé m'a rejoint sur ce plateau pour le Flash. Bonjour Thierry. Bonjour Laurence, bonjour à tous. On commence avec cette très forte mobilisation des professionnels du BTP ce matin. Et oui, ils ont sorti leurs pelles mécaniques, bulldozers et autres engins pour bloquer partiellement la circulation ce matin en Lorraine. Vous le voyez ici, près du parc des expositions de Nancy, où un barrage filtrant a été installé. Une nouvelle journée d'action pour signifier leur ras-le-bol. Écoutez ce représentant de la profession. Force est de constater que la commande publique s'est effondrée. Nos carnets de commandes sont quasiment divisés par 2. Et là, on a déjà utilisé beaucoup de leviers, la prise de congés, la suppression malheureusement de tous les intérimaires qu'on avait dans nos sociétés. Et beaucoup de nos entreprises sont en activité partielle aujourd'hui. Et au total, une quinzaine de points de blocage ont été installés en Lorraine. Vous allez les voir sur cette carte. On signale actuellement 38 km de bouchons entre Armonville et Velaine-en-Haye sur la 31. Vous en parliez, Laurence. Le mouvement devrait être levé en milieu d'après-midi vers 15 h. On devrait donc pouvoir circuler normalement ce soir. Au chapitre judiciaire, Thierry, la Cour de cassation a annulé la condamnation de l'État à indemniser un agriculteur lorrain atteint d'un cancer. C'était une première en France. Un agriculteur du Lunévillois avait obtenu gain de cause devant la justice en faisant reconnaître son cancer comme maladie professionnelle suite à l'utilisation de pesticides. Seulement voilà, cette décision de justice a été annulée en cassation. Le combat de ce paysan repart donc à zéro. Dominique Duforêt et Boris Krachmar. Avec le retour du beau temps, c'est le premier jour pour répandre les herbicides. Et sur cette exploitation, on ne plaisante pas avec l'emploi des phytosanitaires. Dominique Marchal, lui, ne s'occupe plus de ces traitements. Il faut dire qu'il est atteint d'un cancer, dû à l'emploi de ces produits et reconnu depuis 2006 comme maladie professionnelle. En 2013, la Cour d'appel de Nancy lui avait également accordé une indemnisation du Fonds de garantie des victimes. C'est cette décision qui a été invalidée par la Cour de cassation. Depuis 4 ans maintenant, on est dans cette procédure. Ma foi, jusque-là, on a gagné toutes les étapes. Bon, là, aujourd'hui, on repart un peu en arrière, quoi. Mais bon, le combat continue. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant la Cour d'appel de Metz. C'est le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et